La question. Les vaccins et l'aluminium pour les professionnels. Je m'appelle Émilie Bourlès, nous sommes en septembre 2021 et je suis médecin, actuellement encore interne en médecine générale, et j'ai aussi un doctorat de chimie bio-inorganique où je suis spécialisée en chimie biologie des métaux. J'ai entre autres travaillé 1 an en particulier sur l'aluminium et c'est l'alliance entre ces différentes formations qui m'a donné envie de m'exprimer sur ce sujet. J'aimerais ajouter que je n'ai aucun lien d'intérêt avec aucun laboratoire, aucune industrie, aucune institution, et que mes sources utilisées ici sont fiables, et vous avez une liste non exhaustive des sources bibliographiques à la fin de ce diaporama. Alors en bref, un petit rappel. Pour schématiser, il y a de l'aluminium dans les vaccins inactivés, il n'y en a pas dans les vaccins vivants atténués ou dans les vaccins à ARN messager. L'aluminium est un adjuvant, c'est-à-dire un composé qui permet une vaccination plus efficace avec moins d'injections. La quantité d'aluminium dans les vaccins est réglementée. La valeur maximale autorisée est de 0,85 mg par dose, avec 5 doses avant 6 mois, puis 5 doses entre 11 et 18 mois, dont 2 n'ont pas d'aluminium, celle du ROR, du vaccin rougeole au rayon rubéole. Cela représente environ 5 mg d'aluminium sur la première année de vie. Mais alors, qu'en est-il de la toxicité de l'aluminium? L'aluminium des vaccins a été mis en cause particulièrement dans la myofasciite à macrophages, pour lequel le Haut Conseil de la santé publique a rendu un avis en 2013, concluant en l'absence de lien entre la lésion histologique et une maladie systémique. Mais il faut savoir que les vaccins ont commencé à être mis en cause il y a une vingtaine d'années déjà, quand on a remarqué une accumulation d'aluminium dans le cerveau de patients décédés de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est un état inflammatoire au niveau du cerveau et il a été montré assez récemment qu'on observait une dérégulation en réalité de tous les métaux, que ce soit les métaux non essentiels comme le cadmium, le plomb ou l'aluminium, mais aussi les métaux essentiels comme le fer, le cuivre, le zinc, le manganèse. Alors, l'aluminium est-il une cause ou une conséquence? On peut bien évidemment ici en déduire que l'aluminium très probablement s'accumule du fait d'une dérégulation comme tous les autres métaux et qu'il n'est pas la cause de la maladie d'Alzheimer. Mais par contre, ce n'est pas parce qu'il n'en est pas la cause qu'il n'est pas un facteur et que son accumulation n'entraîne pas de conséquences. Par ailleurs, on sait que l'aluminium est toxique à haute dose pour le système nerveux central et pour le tissu osseux. Cela a été mis en évidence chez des patients dans des situations particulières, comme chez des dialysés par exemple. L'aluminium est-il responsable d'autres maladies? Eh bien, il a été observé une accumulation d'aluminium dans les cerveaux de patients malades d'autres maladies que la maladie d'Alzheimer, comme dans la sclérose en plaques ou comme dans l'autisme, mais on ne sait pas pourquoi. Par ailleurs, la toxicité de l'aluminium ces dernières années est mise en cause dans certaines maladies, comme le cancer du sein, le diabète, les maladies inflammatoires de l'intestin, les démences, les troubles de la fertilité, des myocardites et autres troubles cardiovasculaires, et même des troubles hématologiques. De nombreuses études de réactivité de l'aluminium et de toxicité, in vivo et in vitro, ont montré une toxicité au niveau cellulaire sur les neurones, les ostéoblastes, les lymphocytes, les macrophages, les cellules endocrines, les alvéoles pulmonaires, les érythrocytes, les myocytes, les entérocytes, les cellules rénales et même les cellules germinales. On a observé des nécroses au niveau du pancréas, du foie, du rein, des neurones et des muscles. Mais aujourd'hui, pour une reconnaissance médicale, il manque clairement une validation sur l'observation de ces effets toxiques sur l'homme. Il faudrait pouvoir relier directement l'aluminium à des maladies. Ce n'est pas une mince affaire face à notre exposition à l'aluminium qui est quasiment permanente, comme on va le voir juste après. L'aluminium ainsi, a-t-il une responsabilité? Est-ce un facteur de causalité dans certaines maladies ou n'est-ce qu'un facteur favorisant? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire comme si toutes ces études n'existaient pas, que ce n'est pas parce qu'il n'est pas strictement montré un lien avec l'aluminium qu'il faut, à mon sens, attendre ces preuves, à la fois pour réfléchir ou même éventuellement pour agir. Qu'en est-il de notre exposition actuelle? L'aluminium est dans notre environnement depuis la nuit des temps. En effet, il s'agit du 3e élément de la couche terrestre, il en représente 8%. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas via l'eau qu'on est le plus exposé, puisque cela ne représente que 5% de notre exposition, mais la majorité de notre exposition est due à l'alimentation. Il y a ensuite une exposition via les produits de santé, par la cosmétologie, les crèmes ou les déodorants, mais aussi l'exposition professionnelle,
la part de cette exposition est bien évidemment propre à chaque individu. Pour ce qui est de notre exposition alimentaire, on sait que les nourrissons sont exposés via les légumes, le lait et les compotes. Chez l'enfant, la part des céréales est importante, mais aussi celle du chocolat. Et chez l'adulte, on voit apparaître une part non négligeable d'exposition à l'aluminium via le thé. C'est pour cela que les autorités sanitaires ont mis en place des normes. L'Autorité européenne de sécurité des aliments, le FSA, a divisé par 8 cette norme en 2008 pour passer la dose hebdomadaire tolérable pondérale à 1 mg kilo-semaine. Au niveau international, on est à 2 mg kilo-semaine. Il faut être bien clair sur le fait qu'il s'agit d'une exposition alimentaire et qu'elle ne prend pas en compte les autres types d'exposition. Ce qu'il se pose comme question avec les vaccins, c'est la comparaison d'une part de la quantité injectée et d'autre part de l'influence du mode d'administration. L'injection de vaccins se fait par voie intramusculaire et on sait maintenant que le passage est progressif dans la circulation systémique, que cela met plusieurs semaines. On n'est pas dans une situation d'une exposition aiguë. Et j'aimerais ajouter que nous avons un recul de plus de 90 ans et des centaines de millions de doses injectées. La sécurité de l'injection de vaccins à aluminium n'est plus à démontrer. Et si on revient à l'exposition actuelle, via l'exposition alimentaire, il faudrait lui ajouter l'exposition via l'aluminium des vaccins. Toutefois, faire une addition simple n'a pas beaucoup de sens. En effet, l'Autorité européenne de sécurité des aliments ne prend pas en compte la spécificité du nourrisson, que ce soit de la barrière digestive ou de la barrière hémato-encéphalique. Leur seuil ne correspond pas à ce type d'exposition. Pour ce qui est de l'aluminium alimentaire, on sait que chez le nourrisson, 90 à 95% d'aluminium est évacué par les selles. C'est beaucoup plus chez l'adulte. Cela fait 5 à 10% d'aluminium qui est absorbé par le nourrisson. Alors, si on regarde la quantité d'aluminium auquel est exposé un nourrisson pendant ses 6 premiers mois de vie, voilà ce que ça donne. Ici, pour les préparations pour nourrissons, il s'agit d'une moyenne. Il faut savoir que les études ont montré que dans les laits premier âge et deuxième âge, un certain nombre étaient exempts d'aluminium, quand la majorité contenait l'aluminium, parfois plus de 4 fois cette dose. Si maintenant, je regarde ce qui passe dans la circulation systémique, et si j'augmente maintenant mon échelle, je vous présente à la fois les valeurs pour 5% et pour 10% d'absorption intestinale, voilà ce qu'on a. Eh bien, je peux faire 2 constats. D'une part, qu'on a une moindre exposition via le lait maternel, et ce de manière constante, mais aussi que la quantité d'aluminium des vaccins n'est pas considérable, notamment si on la compare à celle auquel est exposé un nourrisson au lait maternisé. Mais par contre, elle est très loin d'être négligeable, d'autant plus si on la compare à la quantité absorbée pour un nourrisson nourri au lait maternel. Alors quoi? À mon sens, la question aujourd'hui n'est pas de mettre en cause ou non l'aluminium des vaccins, mais surtout de parler de l'exposition globale à l'aluminium. On sait que l'aluminium est toxique à forte dose, on a des études de réactivité et de toxicité à plus faible dose, l'accumulation d'aluminium dans le corps est avérée, même si on ne sait pas pourquoi, même si on ne connaît pas les conséquences. Tout ceci appelle à la vigilance. Alors pour les nourrissons en particulier, je ne reviendrai pas sur les bénéfices de la vaccination, que ce soit d'un point de vue individuel ou collectif, et qui s'inscrit dans une politique de santé publique. La question ne se pose pas, il faut vacciner les nourrissons. Par contre, je voudrais revenir sur les recommandations du Haut Conseil de la santé publique de 2013 qui, je le rappelle, ont été données dans le cadre d'une étude sur l'aluminium et les vaccins à propos de la myofasciite à macrophages. Toutefois, elles sont transposables ici, à mon sens, à l'exposition actuelle des nourrissons à l'aluminium. Le Haut Conseil rappelle que les données scientifiques disponibles à ce jour ne permettent pas de remettre en cause la sécurité des vaccins contenant de l'aluminium au regard de leur balance bénéfice-risque. Il faut poursuivre la vaccination suivant le calendrier vaccinal en vigueur et ils mettent en garde contre les conséquences en matière de réapparition des maladies infectieuses que pourrait avoir une baisse de la couverture vaccinale. Enfin, ils encouragent la poursuite des recherches visant à évaluer la sécurité des adjuvants disponibles et en développement. J'aimerais insister sur le fait qu'aucune recommandation spécifique n'existe pour les nourrissons prenant en compte leur exposition propre et en regard de leur spécificité de poids et de stade de développement. Pour une baisse de l'exposition chez les nourrissons, nous avons 2 leviers.
Le premier, eh bien, c'est l'aluminium présent dans les préparations pour nourrissons premier âge et deuxième âge, où là, il faut absolument réglementer la présence d'aluminium dans les laits maternisés et puis vanter les bénéfices de l'allaitement maternel sur ce sujet. Le deuxième levier, eh bien, ce sont les vaccins par le remplacement des adjuvants aluminiques par d'autres adjuvants. Mais alors que faire? Eh bien, il faut une prise de conscience générale des industriels, des agroalimentaires, mais aussi des médecins. Mais comment forcer les industries pharmaceutiques à développer et à commercialiser des vaccins avec d'autres adjuvants quand les vaccins actuels avec de l'aluminium sont très efficaces et bien tolérés et que les vaccins aluminiques n'ont pas vocation à être interdits puisque nous devons continuer la vaccination des nourrissons? Pour ce qui est des industries des laits infantiles, la problématique est politique puisqu'il suffirait de réglementer. Alors cela passera-t-il par un engagement des médecins, un engagement des politiques? Et comment réclamer ces changements sans donner l'impression de crier au loup? Et en tant que médecin, sans remettre en cause sa pratique de vaccination? Eh bien, il faut se rappeler que la vaccination a été un progrès médical absolument extraordinaire, que l'utilisation de l'aluminium comme adjuvant a aussi été un progrès médical extraordinaire. Et que maintenant, eh bien, le prochain progrès médical extraordinaire, c'est de réussir à changer d'adjuvant. Ceci est un défi scientifique et médical, mais aussi économique et sociétal. Alors, un nouveau défi? Eh bien, allons-y. Vous avez ici mes sources bibliographiques non exhaustives. Bonne lecture!